suivre aussi Elina Svitolina contre Simona Alep. On passe au vélo, la 3e étape du Critérium du Dauphiné, victoire du Néerlandais Bowman. Le maillot jaune est toujours sur les épaules du Belge Thomas de Gent. Aujourd'hui, 4e étape, un contre-la-montre entre Bourgoin-Jallieu et la Tour du Pan. Et puis on termine enfin avec le football. Le déplacement capital en Suède s'approche pour les Bleus. Ce sera vendredi à Clairefontaine. Olivier Giroud est revenu hier sur les critiques à son égard et il avoue que parfois il en est un peu lassé. On est exposé quand on marque beaucoup, on est vite encensé, puis après dès qu'on marque pas pendant 2-3 matchs, c'est tout l'inverse, donc il faut prendre beaucoup de recul par rapport à ça, mais je me pose pas plus de questions que ça sur ma cote de popularité. Mon objectif c'est de marquer, voilà, d'aider l'équipe de France à atteindre ses objectifs, et pour l'instant ça marche plutôt bien, donc je suis content pour moi, pour l'équipe, et je regarde vers l'avant. Olivier Giroud qui a réalisé un triplé vendredi, je vous le rappelle, face au Paraguay. Voilà pour l'actualité, excellente journée à vous. L'invité du jour, élection législative 2017. 7h45 sur RJFM, nouvel invité ce matin, Nicolas Brienne, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Candidat investi par le Parti Socialiste, très rapidement pour rappeler un petit peu qui vous êtes aux auditeurs qui ne vous connaissent pas encore. Je m'appelle Nicolas Brienne, je suis le Benjamin de cette élection à 28 ans et je travaille au service des PME du numérique, les startups. Et depuis 5 ans, j'essaye de faire bouger les lignes en tant que conseiller municipal à Montluçon et en tant que député suppléant de la seconde circonscription de l'Allier. Je précise que ces 2 mandats sont des mandats de bénévoles. Bon, on parle beaucoup de vous durant cette campagne, Je sais pas si j'ai l'impression que les autres candidats s'ennuieraient un petit peu. Vous êtes la cible de plusieurs candidats et notamment de la candidate En Marche qui vous reproche un peu de semer le trouble sur votre position par rapport à Emmanuel Macron. Qu'avez-vous à répondre à cela? Il n'y a aucun trouble à avoir. Il y a une volonté de ma part d'être dans la majorité présidentielle et j'y travaille depuis plusieurs mois. La totalité des maires qui ont soutenu Emmanuel Macron m'ont rejoint. Ma suppléante est issue du Front de gauche et moi-même je rassemble des socialistes, des radicaux. L'idée c'est de dire que même si on n'a pas l'habitude de travailler ensemble au cours des dernières années, on a besoin de se rassembler pour faire réussir ce territoire. Et je le dis très sincèrement, dimanche prochain, les électeurs de cette circonscription auront le choix entre un député de la majorité présidentielle de centre-gauche et une députée de la majorité présidentielle de centre-droit. Je crois que c'est comme ça qu'elle se qualifie et les électeurs ont un choix extrêmement net. Faut être honnête avec les électeurs. Quand on veut devenir député juste après une élection présidentielle, faut dire si on est dans la majorité ou dans l'opposition. Alors justement, ce qui a fait notamment parler, ce sont vos affiches de campagne. Il est indiqué majorité présidentielle. Vous parliez d'honnêteté, les responsables d'En Marche locaux vous accusent de justement manquer d'honnêteté vis-à-vis des électeurs, puisque vous avez été investi par le Parti Socialiste. Alors, encore une fois, je trouve ce débat assez ridicule. Ce serait bien qu'on parle un petit peu de la vie des gens. Simplement, on va parler de fond dans un instant. Quand on est député, il faut dire si on est dans la majorité ou dans l'opposition. Moi, j'ai fait mon choix. Je considère que ce territoire ne peut pas se permettre le luxe de faire du surplace pendant 5 ans à cause d'un député qui serait dans l'opposition de droite ou dans l'opposition d'extrême gauche. Les Français l'ont dit clairement lors de l'élection présidentielle, ils ont envie de renouvellement. Eh bien, je leur dis chiche, tournons la page avec les législatives, amplifions le renouvellement. En tout cas, si vous êtes élu, que vous êtes donc dans la majorité présidentielle, vous ne signerez pas un chèque en blanc à Emmanuel Macron. J'imagine qu'il y a des points de divergence avec lui. Et Emmanuel Macron, on se connaît depuis 6 ans. Et le hasard de la vie a fait qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble régulièrement au cours des 6 dernières années, quand il était ministre de l'économie, quand j'étais en cabinet ministériel et que lui-même était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Et donc, ce qui est important, c'est que des 15 candidats qui se présentent à l'élection législative, il n'y en a probablement qu'un seul dont le président connaît le nom et le prénom. Et ça, c'est important parce que il faut être capable de travailler avec le président pour le faire réussir, mais il faut être capable aussi de lui dire un certain nombre de choses. Moi, une des choses que j'ai envie de lui dire, c'est que par exemple, la hausse de la CSG qu'il prévoit, il la prévoit sur les retraités modestes. Eh bien, je trouve ça absolument anormal qu'un retraité qui touche moins que le SMIC se retrouve avec une augmentation de la CSG de 1,7 point. Donc moi, une proposition que je fais de manière très simple, et je la porterai à l'Assemblée nationale si les uns et les autres me font confiance, c'est qu'il y ait une augmentation de la CSG uniquement sur les retraités qui ont une pension de retraite de plus de 2000 euros, et puis surtout sur les revenus financiers, puisque la CSG taxe les revenus financiers, et ça, on en a besoin. Mais en revanche, je veux absolument pas entendre parler, comme on peut l'entendre parfois, d'une pension de retraite de 1300 euros qui subirait une augmentation de la CSG de 1,7%. C'est totalement injuste, et on a besoin de porter cette justice fiscale. Comme vous le voyez, on peut être dans la majorité présidentielle, et néanmoins avoir une conscience de gauche,
et de dire des choses au président de la République. Vous avez commencé à aborder le fond, on y vient, vous aviez annoncé comme leitmotiv pour cette campagne, la politique à papa c'est fini, c'est le renouvellement. Ça c'est ce que vous voulez incarner C'est clairement. très important. C'est très important de dire une chose, c'est que la politique c'est pas un métier. Ça ne devrait pas être un métier. Et aujourd'hui, vous le voyez bien avec l'accumulation des mandats, avec l'accumulation des indemnités, on a certains élus qui se professionnalisent. Et on l'a vu lors de l'élection présidentielle avec les affaires d'argent, les affaires de famille, etc., etc. On a des gens qui finissent par avoir de mauvaises habitudes. Donc moi, ce que je propose, c'est une loi de transformation du système politique qui prévoirait, par exemple, l'inéligibilité à vie des élus condamnés pour corruption. Ils pourraient plus se représenter. Et puis un certain nombre de mesures de bon sens. Par exemple, je trouve que les indemnités des députés sont trop élevées. Elles correspondent plus à grand chose aujourd'hui. Et je crois qu'un bon moyen de remettre du sens dans tout ça, c'est de plafonner à 2 fois le salaire médian du territoire que l'on est censé représenter. La loi de moralisation de politique présentée par François Bayrou il y a quelques jours, elle va dans le bon sens pour vous ou il faut aller plus loin? Elle va dans le très bon sens et si on passe déjà ce qui est prévu, ce sera exceptionnel. Néanmoins, il faut muscler un petit peu tout ça. Par exemple, on parle beaucoup des régimes spéciaux de retraite. Le premier régime spécial de retraite dans ce pays, c'est le régime spécial de retraite des députés. Moi, j'ai jamais compris pourquoi les députés avaient un régime spécial de retraite. Et ça, je m'engage à mettre fin à ce genre de pratique. Alors, vos idées pour la circonscription, on y vient. Il nous reste 4 minutes 30 pour évoquer tout ça. Notamment rapprocher le salaire brut du salaire net en réduisant les cotisations sociales qui pèsent sur les travailleurs. Tout à fait. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. C'est quand j'ai pris les feuilles de paie de mon grand-père, entre la ligne du haut et la ligne du bas, entre le salaire brut et le salaire net, il y a 5 lignes. Et quand je prends mes feuilles de paie, et j'insiste là-dessus, parce que j'ai un métier, c'est pas la politique qui me fait vivre, quand je prends mes feuilles de paie, je compare la ligne du haut et la ligne du bas, j'ai, entre le salaire brut et le salaire net, 21 lignes. Eh bien, je crois qu'on a, et vous en connaissez autour de vous, beaucoup trop de gens qui se lèvent tôt le matin, qui travaillent dur, mais qui n'arrivent pas à joindre les 2 bouts à la fin du mois. Et la baisse des cotisations sociales sur les travailleurs permettrait de leur redonner du pouvoir d'achat, de rapprocher le salaire brut du salaire net. Comment on finance cette baisse des cotisations? Eh bien, on en a parlé tout à l'heure avec une augmentation de la CSG, mais une augmentation de la CSG qui soit juste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça tape sur les retraités et il faut qu'on concentre essentiellement sur les revenus financiers, bien évidemment. Vous avez également annoncé, je m'opposerai à toute suppression de poste à l'hôpital. Vous étiez député suppléant, il y a eu des suppressions de postes avec Bernard Westerlin. Moi, là-dessus, il y a eu un combat qui a été mené. Je me souviens, on était plusieurs centaines, voire plusieurs milliers dans les rues de Montluçon. Au final, il y a toujours des suppressions de postes. Il faut se dire une chose, c'est que aujourd'hui, on a ouvert des services publics à l'hôpital, la coronarographie, l'unité neurovasculaire, la cardiologie interventionnelle, mais ces ouvertures de services publics se sont faites à effectif constant et du coup, ça pressure considérablement les autres services. Moi, j'ai envie de dire à un moment stop à l'hôpital. C'est-à-dire que on l'a vu encore il y a quelques jours avec l'orage, il y a des bouts de plafond qui se sont détachés du centre hospitalier en plein milieu du hall. On a impérativement besoin de retrouver des moyens pour notre centre hospitalier. Là-dessus, tout le monde est d'accord, mais jusqu'ici, personne n'a réussi à infléchir finalement ce qui a été décidé au plus haut niveau. Quand on mène une négociation un petit peu serrée et qu'on va secouer les technocrates de Bercy à Paris, on y arrive. On n'aurait jamais ouvert la cardiologie interventionnelle à l'hôpital public de Montluçon si on n'avait pas été capable de secouer un petit peu les technocrates de Bercy. Donc moi, c'est ce que je m'engage à faire au cours des 5 prochaines années. C'est, je rappelle, le député, il vote chaque année le projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est le budget de la sécurité sociale, c'est le budget de nos hôpitaux, et là-dedans, il doit s'engager à trouver les moyens pour faire grandir le centre hospitalier de Montluçon. Notamment, et ça c'est un de mes chantiers prioritaires, sur la prise en charge des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, on est extrêmement démunis. Il faudra qu'on aille chercher les moyens si on veut soulager les familles. Dans ce que vous proposez également, il y a quelque chose qui a attiré un petit peu mon attention, c'est le rétablissement du service civique obligatoire. Tout à fait. Sur 6 mois. Ça, c'est une proposition un petit peu, on va dire, originale. Tout à fait. Je crois que ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quand vous voyez le premier attentat, toute la société française est soudée, on chante la Marseillaise, on est dans les rues. Puis au deuxième et au troisième, vous voyez les politiques qui commencent à se mettre sur la figure, on cherche les responsabilités. Le constat que je fais, c'est qu'on est dans une société qui est de plus en plus fracturée, fragmentée, et on a besoin de ressouder tout ça. À mon avis, un bon moyen de ressouder tout ça, c'est le retour au service civique obligatoire, national et universel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que tout jeune Français et toute jeune Française, âgés entre 16 et 25 ans, aurait l'obligation de donner 6 mois pour l'intérêt général, au Resto du Cœur, dans l'armée si elle a envie, à l'Office national des forêts. Faut pouvoir le financer aussi, ça? Alors pour le coup, le service civique existe déjà, il n'est pas obligatoire mais il existe déjà,
Et le problème que l'on a, c'est que les associations proposent énormément de services civiques, mais n'ont pas aujourd'hui la demande en face. Il est impératif qu'on rende obligatoire ce dispositif si on veut justement répondre aux besoins des associations. Il nous reste moins d'une minute, Nicolas Brienne, pour parler de comment vous envisagez là ce premier tour de dimanche. Bien, je vais vous surprendre, bien. On a initié un très très large rassemblement. On a réussi à dire aux gens que les étiquettes avaient volé en éclats avec la présidentielle et qu'on avait besoin de mettre autour de la table des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. On a réussi à le faire, c'est assez unique dans l'histoire de ce territoire et j'espère que je serai capable de porter ce rassemblement à l'Assemblée nationale. Très rapidement, meeting de fin de campagne ce soir. Tout se passe ce soir à Domérat, au centre Albert Poncet, à 20h. C'est la dernière occasion pour nous de nous rencontrer avant le vote du premier tour. Et donc j'espère que l'on s'y retrouvera nombreux autour d'un petit apéritif dînatoire. Nicolas Brienne, candidat du Parti Socialiste, merci d'être venu à notre micro ce matin. Et l'interview, vous la retrouvez également en vidéo via notre page Facebook, 7h56 sur RJFM. Bonne journée à tous, au revoir. L'invité du jour. Élection législative 2017. Votre agence Élise Avenue vous propose sa rubrique immobilière. Bienvenue dans votre rubrique immobilière sur RJFM. Aujourd'hui, l'agence Élise Avenue vous propose Molusson, appartement F2 de 45 mètres carrés à 2 pas des commerces aux faibles charges de copropriété, cave et parking. 42 000 €.